Bonjour Thierry Philippona. Bonjour Madame Mazotomatique, très heureux d'être ici. En ce jour d'ouverture de la COP28, une réunion très attendue et déterminante dans l'action climatique mondiale. Dans cette rencontre, quel sera d'abord le rôle et la place des financiers, des économistes et de leurs lobbyistes? Est-ce que ce sont eux qu'on va écouter en premier? Je ne sais pas si c'est eux qu'on va écouter en premier pendant la réunion de la COP. Ce qui est sûr, c'est que la voix des économistes est très importante parce que les économistes sont censés convertir les prévisions climatiques en prévisions économiques et que la prévision économique, au bout du compte, c'est ce qui va fonder les décisions d'agir ou de ne pas agir, d'investir ou ne pas désinvestir. Donc la voix des économistes sur ces questions climatiques est absolument fondamentale. Le 31 octobre, votre ONG Finance Watch a publié une étude sur les économistes qui sous-estiment le changement climatique. Qu'est-ce qui, dans leur modélisation des risques climatiques, pose problème exactement? Alors, il y a plusieurs dimensions, mais le problème le plus fondamental, c'est un problème conceptuel. Les modèles utilisés reposent sur un principe d'équilibre général. C'est quoi l'équilibre général? C'est une modélisation, donc une théorisation de l'économie, qui considère que quand un choc vient s'imposer à un système économique, ce système économique est perturbé puisqu'il y a eu un choc, et puis qu'une fois que le choc est absorbé, il va revenir à l'équilibre, d'où la notion d'équilibre général. On voit bien qu'en matière climatique, cette hypothèse de base ne fonctionne pas, parce qu'à notre échelle humaine, le choc climatique sera irréversible. C'est-à-dire que là où quand on a, je ne sais pas, la crise financière de 2008-2009, elle a un impact considérable sur les économies, sur le système financier, etc. Mais moyennant des politiques économiques, moyennant de la réglementation financière, moyennant le soutien du système financier par les budgets publics et par les banques centrales, on arrive à revenir à une situation qu'on va qualifier de normale au sens de le monde peut continuer à fonctionner. Pour le changement climatique, on n'a absolument pas l'équivalent. Une fois que le choc est imprimé, on ne va pas revenir à l'équilibre. Et ça, c'est vraiment le défaut de base de ces modélisations qui fait que les prévisions que l'on tire de ces modèles sont en fait déconnectées de la réalité qui nous attend. L'autre chose, c'est que le changement climatique, les climatologues nous disent, fonctionne par une logique de passage de point de bascule. C'est qu'il y a un certain nombre de points de bascule au niveau du permafrost, au niveau de la forêt amazonienne, des glaces de l'Arctique et de l'Antarctique. Une fois qu'on est dans ces points de bascule, on a des phénomènes d'accélération. Et les modèles économiques ne sont pas capables de capturer ces phénomènes d'accélération. Donc si vous combinez cette hypothèse de base de retour à un équilibre qui ne sera pas vérifié dans le cas du changement climatique et ces phénomènes d'accélération qui ne sont pas pris en compte par les modèles utilisés, vous aboutissez à une modélisation des impacts économiques du changement climatique qui, clairement, sous-estime l'impact économique du changement climatique. Pour parler un petit peu solution, quels sont les outils alors que la finance peut utiliser pour mieux anticiper le changement climatique? La première solution, ce serait déjà que les économistes qui nourrissent la réflexion des superviseurs financiers aient une estimation plus réaliste des impacts du changement climatique. Parce qu'encore une fois, quand un décideur a sous les yeux une estimation d'un impact faible, il a tendance, et c'est normal, on le comprend, c'est compliqué d'être décideur, tendance à prendre peu de mesures ou des mesures qui ne sont pas du tout à la hauteur de la situation. Donc la première chose à faire, ça serait vraiment d'oser regarder les choses en face, même si la situation n'est pas forcément brillante. Mais plus on attendra, moins elle sera brillante. Après ça, il y a, du point de vue de Finance Watch, un outil qui serait possible de mettre en œuvre, qui serait l'outil suivant. Les superviseurs financiers, les banques centrales fondamentalement, bancaires en tout cas, disposent, par exemple dans le marché de l'immobilier, d'un outil qui est un ratio entre le montant de l'argent prêté et la valeur de l'actif financier. Si vous ou moi allons à la banque pour emprunter afin d'acheter un appartement, notre appartement vaut 100, on va voir la banque, on lui dit s'il vous plaît madame la banque, prêtez-moi de l'argent, et la banque va vous dire puisque l'appartement vaut 100, je veux bien vous prêter 80. Vous allez mettre 20 de fonds propres et moi je vous prête 80. Si on fait une analogie avec le monde des énergies fossiles, on se rend compte que, compte tenu du fait que aujourd'hui, quasiment 80% des énergies fossiles vont devoir rester sous terre, c'est-à-dire ne pas être exploitées, afin de limiter le réchauffement climatique, eh bien, elles vont perdre de leur valeur. Et donc, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que le ratio de l'argent prêté pour financer les énergies fossiles et de la valeur réelle des énergies fossiles, si on part du principe que 80% va devoir rester sur terre, il est plutôt de 1 à 4 plutôt que de 1 pour 1.
Ce que je suis en train de dire, c'est que la banque est en train de prêter 400 pour quelque chose qui a une valeur de 100. Et donc, si je fais mon analogie avec le marché de l'immobilier, là où, en bon père de famille, le banquier central va dire à la banque, non, je ne te prête pas plus que la valeur de ton appartement. En matière d'énergie fossile, on oublie cette règle de prudence de base. Donc l'une des propositions de Finance Watch, c'est tout simplement d'appliquer cette logique, encore une fois, de bon père de famille de base, qui est de dire je ne te prête pas plus que la valeur de ce que tu es en train de financer. Nous proposons que les banquiers centraux aient cette approche. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette étude, le changement climatique est responsable de la perte de milliers de milliards de dollars chaque année, 21 000 milliards de dollars précisément depuis l'adoption de la Convention de Rio en 92. C'est le résultat d'un rapport publié ce mardi par l'Université du Delaware. Cette perte financière, elle est répartie inégalement selon les pays. Sans surprise, ce sont les pays les moins avancés qui sont les plus concernés. J'aimerais vous parler du continent africain qui nous concerne plus, qui est aussi particulièrement concerné. Quels seraient, selon vous, les défis économiques principaux pour l'Afrique pour faire face au réchauffement climatique? Je pense que l'Afrique va avoir une vraie question d'assurance de ses risques, parce qu'elle va être particulièrement impactée par le changement climatique. Les conséquences humaines, là j'ai en tête le rapport du GIEC qui nous dit qu'à la fin du siècle, entre 3,3 et 3,6 milliards d'êtres humains vivront dans des zones particulièrement vulnérables au changement climatique. Je pense que l'Afrique sera particulièrement impactée par des niveaux de chaleur qui rendront la vie humaine extrêmement problématique. C'est vraiment effrayant de penser à ce que ça veut dire. Et puis après ça, l'impact économique sera d'autant plus grand que l'économie ne sera pas ou mal assurée. Et là, l'Afrique aura une vraie question, parce que même dans les zones où la couverture est bonne, mettons-nous à la place d'une compagnie d'assurance. Couvrir un risque, si elle est sûre d'avoir des pertes et que les primes qu'elle encaisse pour couvrir ce risque ne couvrent pas ses frais d'exploitation et le paiement des indemnités en cas de sinistre, pour la compagnie d'assurance, il y a un moment où elle dit moi j'arrête de fonctionner. J'ai souvenir du PDG, du président directeur général d'AXA, une des plus grandes compagnies d'assurance du monde, il faut le garder en tête, qui disait en 2015 qu'il ne savait pas assurer un monde à plus 4 degrés. Alors on n'en est pas à plus 4 degrés, on en est à plus 1,5, mais comme je le disais tout à l'heure, le GIEC nous dit qu'on va vers plus 3 degrés. Et si les assureurs ne savent pas assurer ce monde en réchauffement climatique, la Terre entière est concernée, mais l'Afrique au premier chef, ça veut dire déjà que les compagnies d'assurance vont avoir un problème, parce que si elles font plus leur métier, on peut avoir des crises financières qui viennent de là. Et puis surtout, aucun d'entre nous n'a inventé, on va dire, une économie sans un système d'assurance efficace. Le monde de l'assurance est indispensable au développement économique. Mais si l'assureur est objectivement dans une situation où il n'arrive plus à faire, le développement économique, il va en pâtir. Donc on voit qu'on est devant une situation complexe. Et c'est pour ça que chez Finance Watch, on insiste beaucoup sur le fait que les économistes ne doivent pas sous-estimer l'impact du changement climatique, parce que c'est retarder ces réflexions fondamentales que nous devons avoir, et puis la prise de décision, à la fois pour lutter contre le changement climatique, mais aussi nous adapter, préparer le fait que nos sociétés puissent être vivables dans quelques dizaines d'années. L'un des enjeux de cette COP, c'est l'adoption d'un fonds pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux conséquences du changement climatique, alors qu'on sait que ce sont eux qui génèrent le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Où en est-on de cette promesse et quelles sont ses chances de la voir se mettre en place concrètement? Bonne question. Je prétends pas connaître le débat de l'intérieur, mais on voit bien le débat. Moi, ce qui me frappe, c'est que on n'arrive pas à trouver 100 milliards par an, mais on arrive à trouver des sommes bien plus importantes pour des investissements réputés rentables ou pour des projets qui motivent les uns et les autres. Et là, on se dit, mais c'est quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. Parce que, encore une fois, ces 100 milliards par an, c'est juste une nécessité pour l'humanité entière. C'est l'intérêt de toute l'humanité de résoudre ces questions, de les prendre en compte, de lutter et de s'adapter au changement climatique. On parle beaucoup, on le sait tous, des questions migratoires, mais si on a 3,5 milliards d'êtres humains qui vivent dans des zones inhabitables, dont une partie significative en Afrique, ça fait quoi un être humain? Quand tu es dans un endroit inhabitable, ça bouge, c'est normal. Donc c'est vraiment de l'intérêt de tout le monde de faire que la vie de tous, dans toutes les zones du monde, et puisque nous parlons Afrique, en Afrique tout particulièrement, reste habitable et que les gens puissent vivre là où ils sont nés et là où ils ont envie de vivre. Donc ces investissements sont juste un impératif, pas seulement moral, mais également dans une logique purement froide et rationnelle et économique.
Merci beaucoup Thierry Philippona d'avoir été avec nous sur Média 1. Merci à vous, c'était un plaisir.